Dans ce deuxième épisode, Raphaël nous présente l'un des plus grands fondements de la psychologie, la psychanalyse, à travers les théories de Sigmund Freud et Carl Gustav Jung. Quelle est la profondeur de cet inconscient qui semble détenir tant de mystères? Là où notre psychisme évolue librement, nous pouvons nous sentir prisonniers dans notre monde et ressentir de la souffrance. Alors, pouvons-nous créer un autre monde, une autre réalité avec nos capacités psychiques? Bienvenue dans ce deuxième épisode de Nouvelle Réalité, une série, je vous le rappelle, en 5 parties, où je vous présente une nouvelle voie intérieure à travers l'inconscient neutre. Une nouvelle voie qui va vous permettre de programmer votre nouvelle réalité. J'ai développé la thérapie d'analyse quantique afin de booster, de dynamiser votre puissance psychique et surtout de changer votre vie. Alors j'ai reçu de nombreux messages suite à la diffusion du premier épisode et je vous en remercie. Et je tiens à répondre à 2 questions, les 2 questions les plus fréquentes. Alors premièrement, oui, c'est assez compliqué à comprendre. Il y a plusieurs concepts à comprendre. Mais non, ce n'est pas impossible à comprendre, loin de là. J'ai mis 10 ans à développer cette thérapie, donc laissez-vous le temps de vous en imprégner, de vous imprégner de ce concept puissant dans son ensemble qui s'articule toujours, je vous le rappelle, autour de 3 axes, psychique, biologique et neuronal. Concernant la deuxième question, alors accéder à la conscience supérieure, ce n'est absolument pas lié à l'argent et au matériel. Il n'y a rien à gagner ici, il n'y a rien à dépenser ici, il n'y a rien à acheter. L'objectif, c'est tout simplement de vivre dans un équilibre total, c'est-à-dire vivre en paix avec ce monde, vivre sans aucune tension, vous sentir synchronisé avec le monde, mais surtout avec vous-même, et vivre vos rêves à la place de la frustration de ne pas pouvoir les vivre. Nous allons parler de psychologie, mais surtout, de psychanalyse. Alors, je sais, la psychanalyse a plutôt mauvaise presse. Elle se présente à nous, aujourd'hui, comme une théorie plutôt poussiéreuse et uniquement orientée sur la sexualité. C'est un petit peu ce que tout le monde me dit quand je parle de psychanalyse ou que je dis que je suis psychanalyste. Mais rapidement, en discutant avec les personnes, eh bien, les questions prennent une tournure de consultation, je dirais, auprès d'un oracle, à la recherche d'une profonde vérité. Mais comment fait-il pour savoir tout ça? Et je vois en face de moi que la personne est intriguée face à mes réponses ou à mes questions. Je vois son regard se plisser et plonger dans une profonde réflexion. Je vois une personne qui tout à coup veut en savoir un petit peu plus sur elle-même. Cette psychanalyse peut faire peur, c'est vrai, car elle détient les clés qui conduisent à ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire le psychisme, les fantasmes. Je parle en fait du monde intérieur que l'on souhaite garder secret. Quant au fait que ce soit une théorie poussiéreuse, eh bien pas vraiment, car la psychanalyse, il faut le savoir, est la fondation de la psychologie. Elle a vocation à rester dans l'ombre, tout simplement pour conserver son contact intact avec la partie la plus mystérieuse de notre existence, c'est-à-dire notre psychisme. Actuellement encore, aujourd'hui, la psychanalyse est enseignée en faculté de psychologie. Il existe des masters de psychanalyse. Car la psychanalyse est une approche très précise et très complexe de ce qui anime notre existence d'être pensant.
Comme je le disais dans le premier épisode, nous sommes responsables de notre bien-être, de notre équilibre. Nous sommes dotés d'une conscience et nous pouvons nous observer, c'est-à-dire nous observer nous-mêmes en pensant ou en nous regardant dans un miroir. Et il est de notre devoir d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Alors la psychanalyse nous offre un voyage à travers notre psychisme. C'est une découverte. Et cela en suivant une carte très précise à travers l'étude de Freud, de Jung, mais aussi de Lacan et bien d'autres. Nous sommes des êtres créatifs, inventifs. Du reste, c'est ce que définit le 5e accord toltèque de Don Miguel Ruiz. Nous sommes les artistes de notre propre existence. Alors je vais, dans cet épisode, aborder la psychanalyse sous un autre angle. Nous allons prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur. Vous allez ne pas réfléchir, tout simplement écouter et laisser aller vos impressions. Vous allez comprendre que cette machine psychique qui a été définie par Freud a la capacité de créer une autre réalité dont nous sommes l'artiste. Nous sommes le créateur de cette nouvelle réalité grâce à notre conscience. C'est-à-dire que cette conscience n'est pas uniquement là pour souffrir ou nous causer des problèmes. Nous pouvons la saisir et en faire quelque chose. Dans cet épisode, nous allons utiliser la psychanalyse comme support. Il est donc important, à partir de maintenant, de comprendre déjà ce qu'est la psychanalyse. Et nous allons le faire d'une manière très simple. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir que la psychanalyse, elle se réfère à une forme très précise de traitement de la souffrance psychique. Elle s'appuie sur une méthode qui cherche à traduire la signification des conflits qui sont restés inconscients. Donc, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. À côté de cela, la psychanalyse représente un ensemble de conceptualisations théoriques qui sont basées sur la vie interne inconsciente. Sigmund Freud, qui est un neurologue autrichien, a développé à partir de 1895 une méthode d'investigation très particulière nommée association libre. Une méthode qui permet d'avoir un accès au monde interne, un monde qui est encore inconnu du patient qui est en souffrance psychique. Freud découvre en effet que les symptômes psychiques, mais aussi les symptômes psychosomatiques liés au corps, sont souvent l'expression de conflits, des conflits qui sont refoulés, qui sont devenus inconscients, auxquels nous n'avons plus accès, et qui remontent à nos vécus infantiles les plus anciens, et qui sont liés à des tensions entre deux choses, le désir et ce qui est interdit. Puisque ces conflits demeurent, restent irrésolus et sont toujours actifs, c'est-à-dire toujours là, présents en nous, eh bien, ils se font ressentir plus tard, des fois même beaucoup plus tard, sous la forme de comportements irrationnels, de sensations désagréables et de pensées dérangeantes, de choses étranges, de phénomènes corporels, tous suscités par des pulsions inconscientes qui peuvent être de nature aussi bien sexuelle qu'agressive. Et je vous rappelle du reste que l'énergie qui va alimenter ces mécanismes est la libido, rappelez-vous, le carburant de notre vie psychique. Au cours du développement personnel, nous avons appris dans notre vie, entre le moment où nous sommes enfants et adultes, à nous construire, nous avons appris tant bien que mal à nous défendre contre tout cela, contre ces douleurs psychiques. C'est précisément cette interaction de pulsion et de défense qui a occasionné un conflit, donnant forme à une souffrance psychique et physique. Mais cette interaction
tout ce qui s'est passé nous a aussi amené à être la personne que nous sommes devenus. Je vais prendre 2 minutes pour résumer d'une autre manière, en prenant un exemple, afin de bien comprendre la construction psychique. Je suis né avec des pensées non élaborées, appelées des proto-pensées. C'est-à-dire que je suis un tout petit bébé, je ne pense pas encore. Mais, en tant que bébé, j'ai quelques proto-pensées qui concernent des pulsions d'autoconservation, c'est-à-dire que j'ai besoin de manger, de dormir et d'évacuer cette nourriture. Alors je ne suis pas encore un être de conscience, de pleine conscience. Et puis on me donne un nom, une identité civile, Raphaël. Et à partir de maintenant, je vais m'identifier à ce mot Raphaël. Je suis Raphaël. Puis, mes pulsions, mes fantasmes, mes désirs, c'est-à-dire mon imaginaire, vont commencer à se heurter au monde extérieur. Par exemple, je veux rester au chaud contre ma mère car je ressens du bien-être, mais sans pouvoir l'analyser. C'est un ressenti qui est agréable. Puis ma mère me pose sur mon lit. Alors je pleure, je crie et surtout je souffre. Car se présente à moi la frustration entre ce que je veux et ce que je suis en train de vivre, entre ce que je désire et la réalité. Pour ne plus souffrir autant, car c'est intenable, je vais dépasser cet état en développant tout simplement ma conscience, en devenant un être de conscience. Voilà comment naît notre conscience, entre des douleurs et des solutions que l'on peut trouver d'un point de vue psychique. Alors je vais continuer à grandir. Raphaël grandit avec d'un côté des désirs, des envies et de l'autre de la frustration, des peurs, des angoisses. Mais au milieu de tout cela, ma conscience qui va faire, elle, grandir Raphaël. Raphaël devient cette conscience. Voilà la personne que je suis devenu, le Raphaël transformé. Je suis mon conscient, avec toute mon histoire, tous mes conflits, tous enfouis dans l'inconscient. Je suis le résultat fabriqué sur mesure par moi-même, à travers mon temps et toute mon histoire. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas que je voulais rester dans les bras de ma mère et que je suis allé sur le lit. Mais je me suis construit consciemment autour de ces expériences. La question est, suis-je bien cette personne? Suis-je bien Raphaël? C'est la grande question que tout le monde se pose à un moment donné. Qui suis-je? Le psychisme est une forme de machine que Freud appelle appareil psychique. Nous ressentons que son emplacement est là, dans notre tête. Mais nous ressentons étrangement aussi qu'il est ailleurs. C'est ce que décrit Aristote il y a 2400 ans. Il dit que le psychisme est séparé de notre corps. Eh bien, je compare cela à un poste de radio. C'est-à-dire que le transistor qui capte la fréquence est là, dans l'appareil, il est bien présent de manière matérielle, mais l'animateur que l'on écoute, lui, est ailleurs, il n'est pas là. Eh bien, il en est de même pour notre psychisme. C'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple précédent, je suis Raphaël avec un corps, des sens, mon histoire, mon temps, ma conscience que j'ai construit, mais je suis connecté à autre chose, quelque chose qui est à l'extérieur de moi, comme par exemple mes pensées. Mon cerveau est le transistor qui me connecte à mon psychisme. Et nous l'avons vu dans le premier épisode, ce psychisme est connecté au champ unifié. Alors notre conscience permet d'accéder à ce champ unifié, mais surtout permet d'activer des mises à jour
qui vont modifier notre état psychique, et donc notre corps, nos cellules, notre ADN, notre temps. C'est-à-dire que nous programmons un nouveau moi en permanence. En quelque sorte, nous changeons la fréquence de notre propre radio. Vous avez remarqué, ici, je parle du moi, qui n'est pas Raphaël, et pourtant qui est bien moi. Alors là, ça commence à être un petit peu compliqué, je vous l'accorde, mais pas de panique, car nous entrons au cœur de la psychanalyse, dans cette psychologie des profondeurs. Si nous imaginons un instant le psychisme dans l'espace, imaginons-le en 3 dimensions. Dans cet espace, il y a le moi, qui est un lieu dans lequel se trouve Raphaël, comme prisonnier de cet espace du moi. Le moi est un principe fondamental en psychanalyse. Et pour accéder par exemple au champ unifié, à cette connexion, vous allez devoir modifier l'état de ce moi. C'est comme en alchimie, il faut retrouver le materia prima, c'est-à-dire le moi avant que je sois Raphaël. Donc il va falloir détacher Raphaël de ce moi. Et c'est ce moi que nous allons explorer pour l'amener dans un autre état, dans un ailleurs. Dans cet ailleurs, vous allez pouvoir enfin définir ce que vous voulez et accéder à votre nouvelle réalité. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, d'après Jim Rohn, célèbre entrepreneur et orateur américain qui a partagé son expérience à travers plusieurs ouvrages dédiés à la stratégie et la prospérité. Notre capacité financière serait la moyenne de celle des 5 personnes qui partagent notre vie, celles qui ont une influence sur nous. Mais elles agissent aussi sur notre santé, celle de notre niveau professionnel ou même de notre capacité intellectuelle. Nous parlons ici d'une moyenne psychique, d'un point de référencement. Cette influence agit en nous en modifiant notre perception du monde extérieur et donc agit au cœur de notre monde intérieur, psychique et biologique. C'est une modification profonde du moi. Mais pour bien comprendre ce qu'est le moi, nous devons plonger dans la plus profonde théorie freudienne de la seconde topique. Il s'agit d'une carte de l'appareil psychique que Freud a théorisée en 1920. Topique signifiant en grec « lieu ». La psychanalyse est décomposée en 3 grandes parties, l'une dynamique, l'autre économique et la dernière topique. La partie dynamique représente le mouvement psychique, la manière dont les forces bougent dans l'appareil psychique. La partie économique concerne l'énergie et la force qui est employée dans ces mouvements. Et la partie topique définit les territoires investis dans ces mouvements psychiques. Freud parle d'un appareil psychique investi dans l'espace. Dans cette seconde topique, cette deuxième cartographie du psychisme, Freud place 3 lieux uniques, le ça, le surmoi et le moi. Le ça est un lieu de pulsion, de désir, de chaos, un lieu qui ne considère pas la réalité, ni les contraintes et encore moins le monde extérieur. Le surmoi est le lieu des interdits, des tabous, des limitations et de la raison. Il est au contact du monde extérieur et des liens sociaux. Le moi, quant à lui, est le lieu de la personnalité, qui analyse et s'intègre au monde extérieur et aux autres. Le moi vit en équilibre entre les pulsions et les interdits, entre un principe de réalité et un principe de plaisir, entre un monde intérieur et notre monde extérieur. Nous sommes donc une part de réalité et une part d'irréel. Nous sommes bien là, vivants, nous pouvons nous observer, et pourtant, nous pouvons nous sentir perdus face à cet irréel. Nous pouvons nous sentir déconnectés de notre moi. Alors, où est cette autre partie de nous-mêmes et comment s'y connecter ? Ok, maintenant que nous avons compris ce qu'était le moi, nous allons observer
qu'il y a deux parties dans ce moi. Il y a une partie que nous allons devoir abandonner. Alors tout d'abord, il y a une partie qui s'appelle le moi idéal. Et puis il y a une autre partie qui s'appelle l'idéal du moi. Ça, c'est un concept freudien qui est très important à comprendre pour la suite de l'épisode. La première partie, le moi idéal, c'est la construction du moi qui a lieu dans les tout débuts de notre vie. L'enfant est un être puissant qui n'a pas notion ni du monde extérieur, ni de la vie, ni de la mort, ni de lui-même, ni des autres. En quelque sorte, l'enfant est le centre de l'univers. Il est un surhomme puissant. Et le moi est connecté à ce qu'il est, mais aussi à cet univers. C'est un ensemble. La deuxième partie, donc l'idéal du moi, est une vision cette fois-ci consciente dans laquelle nous essayons de nous construire. C'est une vision de l'homme parfait ou de la femme parfaite que nous voulons atteindre. Pour définir cet idéal du moi, Freud écrit « Wo es war, soll ich werden » qui peut se traduire par « je dois devenir ce que j'étais ». En d'autres termes, je dois devenir ce moi parfait que j'ai déjà été. Ce moi puissant, connecté à l'univers, je dois le devenir, mais cette fois-ci en conscience, en contrôlant ce qu'il se passe. Car maintenant, je suis un être de conscience, je ne suis plus un enfant. Alors, je veux donc programmer un moi dans une réalité, mais une réalité idéale. Une réalité qui me convient, qui me ressemble et dans laquelle je vais pouvoir enfin m'identifier. Freud, donc dans cette cartographie qu'il a créée en 1920 de la seconde utopique, il parle d'un espace où il est possible d'atteindre un équilibre parfait, idéal entre notre corps physique et notre esprit. Et cet esprit, rappelez-vous, est connecté dans la première partie du moi à cet espace infini, à cet univers, à cette conscience supérieure, à travers l'inconscient neutre. Là, vous venez de comprendre ce qu'est le moi, les deux parties qui le constituent, la partie qui nous intéresse, celle que nous devons abandonner. Alors, vous vous demandez peut-être quelle est la conscience et quel est l'inconscient duquel je veux parler. Et surtout, je pense que vous vous demandez, est-ce qu'il existe une première topique, étant donné que j'ai parlé de la seconde topique? Eh bien oui, bien évidemment, la première topique existe. Et du reste, la première topique présente cet inconscient et ce conscient dans une deuxième cartographie. Cette cartographie, Freud la dessine en 1895. Vous vous demandez aussi peut-être pourquoi j'ai inversé chronologiquement première et la deuxième topique. Tout simplement car je pense qu'il est important de définir ce qu'est le moi, comment est-ce qu'il est fabriqué, et ensuite de comprendre qu'est-ce qui anime ce moi, c'est-à-dire cet inconscient et ce conscient. C'est ce que nous allons voir maintenant. La première topique, elle, se dessine selon trois systèmes définis par Freud, l'inconscient, le préconscient et le conscient. Le conscient a la capacité d'observer autre chose que son propre moi. Elle est consciente d'autre chose. La conscience est activée par l'attention. C'est la porte d'entrée du monde extérieur vers notre monde intérieur. Elle nous donne la notion du temps et de l'espace et nous permet d'agir à travers la pensée. Pour Lacan, la conscience se développe à travers un moi qui nous différencie de celui ou celle que nous sommes vraiment. Cette conscience joue un rôle qui veille à s'intégrer dans notre monde. Le préconscient s'approche du moi officiel d'après Freud. Il permet de lier les mots, les idées, les perceptions, les choses, en créant une vision cohérente entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le préconscient est un espace disponible où sont stockés des souvenirs et des informations divers, mais qui ne figurent pas encore à la conscience. Il permet de mettre en ordre les formes chaotiques de l'inconscient en agissant
comme un sas de décompression. Enfin, l'inconscient, si mystérieux et insondable, est un espace où se trouvent les mémoires liées à nos sensations et nos émotions. Le chaos qui y règne est animé par nos pulsions dans un mouvement permanent. Tous ces éléments de tension n'ont qu'une seule envie, sortir de là et envahir notre conscience et le monde extérieur. Afin de protéger la stabilité de notre appareil psychique, 2 senseurs agissent comme des barrages, placés entre chaque instance. Les éléments peuvent atteindre l'inconscient dans un sens, mais ne parviennent pas à revenir à la conscience grâce à cette censure. Ou du moins, les éléments peuvent passer après une transformation en éléments acceptables pour la conscience et le monde extérieur. La psychanalyse a pour but d'abaisser les forces de la censure afin d'accéder à cet inconscient. Le psy devient un élément de transfert et offre une sécurité solide pour trouver le chemin d'une vérité psychique, le véritable moi. C'est la pierre à l'état brut qui est définie dans la franc-maçonnerie, le materia prima de l'alchimie, le samadhi dans le yoga, ou encore l'aboutissement dans le Vedanta hindouiste. Un moi connecté à tout l'univers. Il s'agit d'une connexion au programme source, au véritable moi. Un endroit de contact psychique et physique dans lequel il est possible de modifier notre réalité. Ok, alors cette réalité, eh bien c'est notre vie, vous l'avez compris, c'est notre travail, c'est notre famille, nos enfants, nos loisirs, tous nos projets, notre réussite, mais aussi nos échecs, notre expérience, nos souvenirs, et puis notre état psychique, notre équilibre intérieur, notre bonheur, toute l'énergie disponible. Et notre moi, eh bien, il vit cette vie-là. C'est une vie, je vous rappelle, qu'il a construit lui-même. Il en a construit une très grande partie. En fait, il est chez lui. Et vous, vous êtes colocataire. Ma réalité, c'est cette pierre brute. C'est cette pierre que j'étais, moi, enfant, et que j'ai façonnée à travers Raphaël, que j'ai modifiée jour après jour. Et je suis devenu cette pierre transformée. Alors cette pierre brute, c'est le moi enfant, avant que ma conscience s'empare de ma réalité. Alors cet enfant a été totalement déconnecté de sa toute-puissance, car il a obéi à des codes, un enseignement, un environnement, une nation, un pays, une morale, une éducation, l'école, les parents, des croyances religieuses ou autres, une organisation sociale et économique dont je parlais dans le premier épisode, en faisant référence au monde capitaliste. C'est notre réalité dans laquelle on doit s'intégrer. C'est une réalité à laquelle Raphaël partage son propre programme, mais dans lequel une partie du moi de Raphaël, la première partie, eh bien cette partie se sent totalement déconnectée. Et cela peut nous plonger dans un mal-être. C'est cela que vous pouvez vous ressentir. Quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. C'est ce moment où l'on veut absolument tout plaquer. On veut partir vivre seul, dans une cabane en bois, dans la forêt. Mais en fait, qui veut partir? C'est votre moi d'origine, celui qui ne veut plus de tout ça, de cette réalité. Alors, vous allez me dire, mais comment peut-on changer tout ça? Dans un premier temps, nous allons compléter la cartographie de la première topique. Rappelez-vous, première topique, et nous allons ajouter maintenant, je vous le montre ici, l'inconscient neutre, juste avant l'inconscient. C'est très important, car nous allons ouvrir ici une nouvelle voie qui va nous permettre de traverser le monde matériel, puis notre monde psychique, et enfin accéder à l'arrière-monde, à ce champ unifié. Nous allons nous reconnecter à la première partie du moi, celle où nous étions connectés enfants, et
ça va nous donner accès quelque part à ce champ unifié. Alors à ce stade, peut-être que beaucoup de choses peuvent vous sembler un petit peu abstraites. Et je sais que c'est compliqué, mais c'est normal, car vous n'aviez pas, il y a 5 minutes, accès à ce compartiment caché de votre psychisme. Donc il va falloir maintenant déconstruire votre moi, garder la partie que l'on souhaite, se débarrasser de l'autre et reconstruire à travers cet inconscient neutre. C'est une rééducation complète du système psychique, sachant en plus que vous vous êtes identifié à cela pendant des dizaines d'années, vous, mais aussi votre entourage. Alors j'ai mené une étude, si ça peut vous rassurer, qui prouve que le travail au cours de la thérapie modifie notre activité cérébrale. Alors les résultats que je vous présenterai dans le prochain épisode sont vraiment incroyables. Les électroencéphalogrammes démontrent notre capacité à modifier nos fréquences cérébrales, ce qui a donc un impact sur notre corps, notre psychisme et donc notre réalité. Vous pouvez, premier exercice plutôt simple, vous pouvez à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, commencer tout simplement à moins penser à vous. Car finalement, vous n'êtes pas celui ou celle que vous pensez. Vous n'êtes pas ce moi. Donc, abandonnez-vous. Lâchez prise. Les principaux blocages psychiques que je rencontre en psychanalyse dans le cabinet, ce sont le contrôle et l'angoisse de mort. C'est-à-dire notre incapacité à s'abandonner, à abandonner ce moi qui est hors phase. Il faut vivre dans un mouvement qui est plutôt orienté vers l'extérieur et beaucoup moins vers l'intérieur, vers le moi. C'est beaucoup moins narcissique comme mouvement. C'est-à-dire que nous passons d'une force centripète, axée sur soi, à une force centrifuge, vers l'extérieur. Du reste, Aristote, lui, parle de le démon, qui est le bon génie, ce bon génie intérieur, qui est une voie intérieure qui nous permet d'accéder vers l'extérieur infini. Alors vous allez me dire, mais c'est contradictoire, c'est-à-dire que je parle d'une force à exercer vers l'extérieur, alors que finalement il y a une voie intérieure. Mais ce n'est pas contradictoire. Et là, nous sommes au point de contact important entre le psychisme et la physique quantique. C'est-à-dire que l'infiniment petit vous conduit à l'infiniment grand. Pour finir, rappelez-vous que le champ unifié, à travers l'information, circule dans un espace vide par cette infinité de trous noirs, dans lequel il y a des trous noirs. Vous êtes vous-même, l'univers est dans un trou noir. C'est comme un hologramme, c'est comme un motif fractal sans fin. Eh bien, retenez cela. Nous sommes cette énergie. Nous sommes le composant de tous ces trous noirs. Donc, se connecter au programme de l'univers, au champ unifié, c'est se connecter au plus profond de soi. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez absolument rien à acheter, vous n'avez rien à commander, tout est disponible gratuitement en vous. C'est une nouvelle voie à explorer en vous, afin d'accéder tout simplement à votre nouvelle réalité. La psychanalyse est le point essentiel de la thérapie d'analyse quantique, car elle permet d'accéder à cette porte d'entrée qui nous conduit à l'arrière-monde, à ce programme source qui contient toute la connaissance. Une grande énergie est nécessaire afin d'atteindre ce champ unifié, et notre corps est à même de fournir cette énergie. C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode à travers l'étude des neurosciences.